pensais jamais parler de ça avec vous, Monsieur Breton, mais ni même avec un politicien, mais puisque vous y tenez, on va parler de mode aujourd'hui. Ah oui? Ben oui. Qu'est-ce qui est à la mode en 2013? Ben, je sais pas, j'ai aucune idée. On peut parler de vêtements, on peut parler de sorties, on peut parler de loisirs, de sport. Oui. On peut parler de politique aussi. C'est-tu à la mode, la politique? De un. Et de deux, est-ce que le Parti conservateur du Québec, c'est-tu à la mode de vouloir voter pour le Parti conservateur du Québec? En ligne, Adrien Pouliot, bonjour. Bon matin à vous deux. Êtes-vous à la mode, M. Pouliot? Ben, c'est-à-dire que c'est une question qui est le fun quand on parle de politique parce qu'on n'a pas l'habitude de poser cette question-là. D'abord, je dirais que quand je rencontre des gens, bon, j'étais par exemple en fin de semaine là à Saint-Victor-de-Beauce au Festival Western, puis je parlais à des gens, puis c'est incroyable le cynisme au niveau de la politique puis des politiciens. Là. Ouais. C'est hallucinant. Là. Les gens sont vraiment, puis c'est pas seulement les gens de la Beauce. Là. Je pense que après 40 ou 50 ans de recettes gauchistes, socialistes, interventionnistes qui ne donnent à rien, les gens ont peut-être oublié qu'il y a d'autres solutions que l'État puis le gouvernement, mais ce qu'ils réalisent par contre, c'est que le gouvernement, ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que il y a personne qui leur dit il y a d'autres idées, il y a d'autres solutions qu'on peut appliquer pour régler nos problèmes. C'est toujours la réponse automatique qu'on a de tous les partis qui sont en place, c'est plus d'État. Ah, il n'y a pas assez d'argent dans la santé, on va en remettre plus. Ah, on va réinvestir. J'aime ça. J'aime tellement ce mot-là, réinvestir, parce que ça veut dire on a dépensé une première fois, ça n'a pas marché, on va en dépenser encore plus. Hein. Alors, les gens sont cyniques, rajoute à ça la commission Charbonneau, qui en remet encore plus. Alors, il y a vraiment beaucoup de cynisme et donc c'est difficile de passer à travers ça puis de dire aux gens, oui, mais il y en a d'autres solutions, puis une des choses qu'on devrait peut-être regarder, c'est d'en avoir moins de gouvernement, parce qu'on dirait que plus il y en a, moins ça va bien. Oui, c'est drôle, moi j'ai l'impression que le gouvernement, c'est à la mode, M. Pouliot, parce que je regarde ça, là, il y a une majeure partie de la population qui paie pas d'impôts, qui paie pas de taxes, puis eux, sont bien contents d'avoir des affaires gratis. Oui, sauf que, est-ce qu'ils s'enrichissent? Ben non, la réponse, c'est non. Parce que il y a rien de gratuit dans ce bas monde, je veux dire. Mais ces gens-là ont pas nécessairement l'impression de s'appauvrir parce qu'ils ont tout gratis. Ouais, mais le coût de tout ce qu'ils achètent augmente. Il y a moins d'emplois payants. Ouais. Les entreprises s'en vont ailleurs parce que les taxes sur la masse salariale sont trop élevées ou les impôts sont trop élevés. Et la classe moyenne, c'est surtout la classe moyenne qui se fait avoir là-dedans, parce que les riches, eux, ils ont souvent les moyens. Tu sais, si Mme Marois décide d'augmenter les impôts de 2 ou 3 % sur les riches, la plupart du temps, ces gens-là sont capables de repasser le coût de ces impôts additionnels-là dans le coût des produits. Tu sais, le président je vais prendre un exemple, n'importe quel, SNC-Lavalin ou n'importe quelle compagnie, grosse compagnie à Bombardier, si les impôts augmentent là pour le président de Bombardier, lui, il va dire, écoute, moi, il faut que tu me donnes maintenant 10, 15, 20 000 piastres de plus dans mon salaire pour couvrir le coût de l'impôt additionnel. Et cette dépense additionnelle va être repassée dans le coût du C-Series ou du Skidoo ou du Sea-Doo, tu sais. Alors donc, les riches, eux, ils réussissent à s'enclairer de ces problèmes-là. Et les pauvres, eux, comme vous le dites, ils ont des crédits d'impôt puis toutes sortes de trucs gratuits. Alors, c'est la classe moyenne qui est squeezée. Adrien Pouliot, vous nous parlez de corruption, de la commission Charbonneau. Mais là, il va se poser un maudit problème dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, prochaines années. Est-ce qu'on continue à leur donner des contrats? Alors, si on leur en donne pas, ça signifie que, bien sûr, des milliers et des milliers de travailleurs québécois vont perdre leur emploi. Ça signifie que le know-how québécois, même s'il est un peu pas mal corrompu, va se perdre. Alors, si vous aviez à prendre la décision, SNC-Lavalin, Dessau, par exemple, est-ce qu'ils continuent à soumissionner pour des contrats? Moi, M. Breton, je suis pas tout à fait d'accord avec votre conclusion à l'effet que tous ces gens-là vont être mis à pied puis tous les contrats vont partir.
Bon, on sait que l'ouvrage est là. Je veux dire, on a besoin là des ingénieurs. Il y a de l'ouvrage pour les ingénieurs. Alors, la question, c'est de savoir quelles firmes vont le faire. Si c'est pas Dassault, puis si c'est pas SNC-Lavalin, il y a un paquet d'autres firmes. On pense toujours aux 5 grandes firmes d'ingénieurs, là, mais il y en a un paquet qui sont plus petites là. Et donc ils vont prendre la relève. Oui, mais est-ce que ça peut se faire overnight? Non, ça peut pas se faire overnight, mais prenons l'hypothèse, là, prenons Dassault. Bon, Dassault, ils ont 75% de leurs revenus, c'est des revenus de contrat du gouvernement. Si Dassault disparaît, les ingénieurs qui travaillent chez Dassault, là, ils vont aller ailleurs parce que l'ouvrage que Dassault faisait, les contrats que Dassault faisait, ils vont être donnés ailleurs, ils vont être donnés à d'autres firmes. Alors, les autres firmes, ils vont avoir besoin d'ingénieurs pour faire ce travail-là, puis ils vont en embaucher. Alors, ils vont embaucher les anciens ingénieurs de Dassault. Bon, oui, mais ça me convainc pas, Adrien Pouliot, parce que vous avez sûrement entendu cette expression « trop gros pour faire faillite ». Aux États-Unis, des entreprises qui ont été impliquées dans des histoires de corruption et de merde totale, et on s'est dit ils peuvent pas faire faillite parce que sinon, le remède va être pire que la maladie qu'on veut guérir. C'est sûr que des ingénieurs peuvent se regrouper pour reformer une nouvelle entreprise, sauf que une grosse entreprise de cette envergure-là, ça se monte pas comme ça en quelques mois. Je veux dire, il y a un know-how en termes d'ingénierie, mais il y a aussi un know-how en termes de comment monter une grosse entreprise. Oui, mais la 6e firme de génie, puis la 7e firme de génie, puis la 8e firme de génie au Québec, là, c'est pas des petites firmes, là. Il y en a des grosses firmes de génie, là, qui ont décidé de ne pas se spécialiser dans le municipal, puis qui ont fait d'autres choses. Ils sont capables de prendre ces contrats-là. Il y avait un bon article récemment dans la presse, justement, du président d'une de ces firmes-là, la 6 ou la 7e, qui disait, hey, on existe, nous autres, là, on est capable de le prendre, ce travail-là. Alors. Et à supposer que la 6e et la 7e, et c'est pas exclu, éventuellement soient impliqués, peut-être pas aussi considérablement que les autres, mais quand même parce qu'on peut penser que il semblerait que c'était généralisé. Oui, c'est possible, et puis la commission Charbonneau va nous le dire, mais mon argument, c'est que moi, je crois pas à ça, au too big to fail, trop gros pour faire faillite ou pour fermer. Mais l'autre point aussi, M. Breton, c'est que je ne suis pas d'accord. Je pense que les gens qui ont volé les contribuables doivent payer. Et si on détermine qu'il y a eu vraiment des abus, puis ça semble assez clair qu'il y en a eu, les actionnaires, les propriétaires de ces firmes-là devraient payer. Maintenant, comment est-ce qu'on les fait payer? Est-ce qu'on cesse de leur donner des contrats? Ou est-ce qu'on fait comme on a fait, je pensais, en Suède, parce que, bon, la corruption, c'est pas rien qu'au Québec, là, mais en Suède, je pense, il me semble que c'est un des pays nordiques, où ils ont eu les mêmes problèmes de corruption dans les firmes de génie, et finalement, il y a eu une espèce d'amnistie générale de tout le monde en échange d'amendes salées qui ont été versées volontairement. Alors, les firmes ont payé des centaines de millions de dollars en pénalité et en échange, ils ont eu une espèce d'absolution, puis ils ont dit on tourne la page, puis on recommence. Est-ce que c'est la solution? Ça pourrait être une solution. Il faudrait qu'il y ait une espèce de négociation entre le gouvernement et les firmes de génie pour dire, écoutez, on peut soit vous poursuivre en dommages, on peut soit vous poursuivre aux criminels, ou par contre, on paye une amende et on recommence à zéro. Ça pourrait être une solution. Un règlement à l'amiable, mais encore une fois, quelle serait
l'amende doit être salée, il n'y a pas de doute. Et c'est pas seulement l'amende de l'entreprise, il y a aussi tous ces individus. On parle de président et de vice-président. Ceux-là, j'imagine, on peut pas. Le règlement à l'amiable est presque impossible. S'il y a un comportement criminel grave, des décisions vont devoir être. La justice va devoir s'en mêler. Absolument. Donc, c'est sûr qu'on peut pas mettre une entreprise en prison, là. Donc, les entreprises, elles, paieraient une amende qui, finalement, ça sort de la poche des actionnaires, des propriétaires de la firme, qui sont ceux qui se sont enrichis aux dépens des contribuables au fil des années. Et il y a, de l'autre côté, les individus qui, eux, ont manipulé les ficelles, qui évidemment doivent passer à travers un processus judiciaire et avec évidemment une présomption d'innocence, et ils doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable qu'ils ont corrompu des fonctionnaires. Alors donc on peut le faire regarder de ces deux côtés-là, mais de tout simplement dire on veut pas faire mal à ces entreprises-là parce que ce sont des fleurons québécois. Moi je suis pas d'accord avec ça. Non, il y a pas d'autres qui doivent pas s'en tirer comme ça. Ouais. Mais encore une fois, il doit y avoir des amendes salées, il y a pas de doute, mais il faut pas non plus que le remède soit pire que la maladie. Sur un autre thème, l'assurance chômage. Le Parti conservateur du Québec, quelle est sa position? Vous savez qu'au Québec, on a tendance, les politiciens, je pense au Bloc québécois surtout et au NPD, ont tendance à être particulièrement sensibles aux chômeurs et très préoccupés de... je pense entre autres, comment ça s'appelait donc ça, ce fameux trou noir là, vous savez, je pense qu'ils touchent quelque chose, je fonctionne de mémoire, là, ils touchent quelque chose comme 10 mois d'assurance chômage et puis il y a 1 mois ou 2 là de passage à vide. Sur l'assurance chômage, quelle est la position du Parti conservateur du Québec? Ben, d'une part, on sait tous que c'est fédéral, là, alors c'est pas vraiment quelque chose qui rentre dans la juridiction d'un parti provincial comme le Parti conservateur du Québec. Mais... Oui, mais le Parti québécois s'en mêle régulièrement. Oui, non, mais puis je vais vous répondre, j'ai pas de problème pour répondre à ça. Je dirais que tous les programmes sociaux, M. Breton, doivent être faits de sorte que l'aide ne devienne pas un style de vie. Donc, il faut pas que nos programmes sociaux soient des béquilles permanentes. Ce sont normalement, en tout cas pour la plupart du temps, là, ce sont des programmes temporaires et il faut qu'ils soient temporaires et il faut que ces programmes-là soient donnent les bons incitatifs aux gens pour qu'ils retournent au travail. Alors, la réforme du gouvernement conservateur fédéral a pour but d'encourager les gens à retourner au travail. Je vous donne un exemple. Un chauffeur d'autobus se fait mettre à pied par son entreprise. Alors, ce que la réforme visait, c'était de dire aux chauffeurs d'autobus, OK, tu as les premières 6 semaines ou 8 semaines, là, tu peux te chercher un emploi strictement pour conduire un autobus. Le même genre d'autobus que tu avais avant. Mais après un certain temps, après 8 semaines ou 12 semaines, je ne m'en rappelle pas exactement, là, après, disons, 8 semaines, là, tu dois élargir ta recherche d'emploi. Et il faut que tu cherches quelque chose qui est équivalent. Alors donc, ça peut être un camion, ça peut être, mettons, peut-être que tu devrais devenir un livreur de courrier puis conduire pour FedEx ou UPS ou Dynamex. Alors donc, on demande aux chômeurs d'élargir leur recherche d'emploi de façon à augmenter les chances qu'ils puissent avoir un emploi. Parce que, rappelons-le, là, c'est nous autres qui payent cette personne-là là, qui est sur le chômage. Là. Alors, c'était ça le but, et on disait aussi, s'il y en a pas d'emplois qui sont disponibles, si tu as regardé comme chauffeur d'autobus, comme chauffeur de camion, comme chauffeur de camion de livraison, et il n'y a rien de disponible dans ta région, à l'intérieur d'un certain rayon de 100 kilomètres, ben à ce moment-là, OK, c'est correct, on comprend, et le programme va demeurer en place et tu vas avoir ton assurance emploi. Alors moi, je pense que
est-ce que c'est 100 km la bonne distance, est-ce que c'est 75, on peut discuter là-dessus, mais conceptuellement, on doit encourager les gens à ne pas rester au crochet de l'État et à se retrouver un emploi. C'est la même chose, pour moi, c'est la même chose pour l'aide sociale. On a... Et tout le monde peut s'enfarger dans la vie, puis tout le monde peut perdre son emploi et avoir besoin d'aide. Et le Parti conservateur du Québec, on est d'accord à l'existence de programmes sociaux, mais il faut pas que ces programmes-là sociaux deviennent des styles de vie. Alors, l'aide sociale, quand on pense qu'on a entre 120 et 130 000 personnes qui sont sur l'aide sociale... Et qui pourraient travailler. Et qui sont aptes au travail. Et quand on pense qu'en moyenne, là je parle d'une moyenne, ils sont sur l'aide sociale depuis 108 mois. 9 ans. 108 mois. Ça, c'est 9 ans. Là, je me dis, il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, c'est pas ça qu'on voulait au début, là. C'est pas ce genre d'aide sociale-là qu'on voulait, là. Surtout qu'en plus, il faut avoir à l'esprit que il va se créer des emplois incroyables. On parle de 1 400 000 emplois dans les 7 à 10 prochaines années, compte tenu que les boomers vont prendre leur retraite. En d'autres termes, ce ne sont pas les emplois qui vont manquer, mais bien plutôt que les gens se donnent la peine de se donner la compétence pour les remplir. C'est ça, et ces gens-là sur l'aide sociale, il y a toutes sortes de programmes pour les aider à acquérir des compétences. C'est ça qu'il faut les aider à acquérir des compétences. Il y a des programmes d'éducation, mais il faut qu'on encourage ces gens-là. Imaginez tout le talent qu'on perd là avec ces 120 000 personnes-là qui contribuent pas à la société. Ça n'a pas de bon sens. Donc, les programmes sociaux comme l'assurance-emploi et l'aide sociale doivent exister, oui, mais ne doivent pas devenir des styles de vie. Un sujet aussi qui a fait les manchettes pendant un bon moment, pour ne pas dire presque un an, les fameux frais de scolarité à l'université. Comment vous voyez ça? Ben, je pense que les frais, moi personnellement, puis je dirais que le parti est en train de rédiger son programme politique, puis on n'a pas encore statué complètement sur tous les sujets, mais je pense que on devrait avoir un peu comme on a dans on a le secteur privé puis le secteur public au niveau de l'école secondaire. Je me demande si on pourrait pas avoir, je pose la question, est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu la même chose au niveau de l'université? Dans le sens qu'on a l'Université du Québec, le réseau de l'Université du Québec, qui pourrait être notre réseau public, et les autres universités qu'on appelle les universités à charte, là, McGill, oui. L'Université de Montréal, l'Université Laval. Pourquoi est-ce que ces universités-là pourraient ne pas être des universités privées qui demandent les frais de scolarité qu'elles veulent selon le marché? Donc, est-ce qu'on pourrait penser à déréglementer les frais de scolarité des universités à charte, les universités privées, et laisser le marché fixer quel est le montant, quitte à donner des prêts et bourses aux élèves méritants là, qui ont des bonnes notes puis qui peuvent entrer comme on le fait par exemple aux États-Unis. Mais c'est ça, et le système américain. Le réseau de l'Université du Québec qui lui serait un réseau qui serait financé en partie par l'État, et on demanderait pour les étudiants du réseau de l'Université du Québec de contribuer, disons, un pourcentage des coûts, alors disons 40%. Alors, on dit les étudiants doivent contribuer, du réseau de l'Université du Québec doivent contribuer à 40% des coûts de leur éducation. Alors, par exemple, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, un étudiant qui est en sciences sociales à l'Université du Québec, il paye déjà à peu près ça, 40%, parce que ça coûte moins cher, évidemment, de donner des cours qu'un médecin ou dentiste, oui. Ben, c'est ça. Alors, donc, si l'Université du Québec donne des cours qui sont plus dispendieux, ben, à ce moment-là, l'étudiant paierait plus. C'est le système américain, je pense à la Californie, entre autres. Sauf que le danger qui nous guette à ce moment-là, selon votre proposition, c'est que les universités privées augmenteraient considérablement leurs frais de scolarité, parce que vous êtes sûrement au courant que les universités privées américaines coûtent très cher. Oui, et ils ont des prêts et bourses aussi qui sont très généreux. Et je dis pas qu'on devrait... là, ce que je dis, c'est qu'on devrait déréglementer la tarification des universités à charte. Ça ne veut pas dire qu'on abolit la subvention qu'on leur donne déjà. Là. Si je prends par exemple l'exemple des écoles privées au secondaire au Québec. Ils sont subventionnés à 70%, je pense. C'est ça.
et l'étudiant paye ou les parents payent 30 %. Alors, peut-être qu'à long terme, on peut avoir un plan où on gèle la subvention aux universités privées ou les universités à charte. Et là, tranquillement, les universités à charte augmentent leur tarification pour suivre le coût de la vie ou pour améliorer la qualité des services ou améliorer l'investissement dans leurs infrastructures qui ont vraiment besoin de plus d'investissement, ça, on le sait. Un dernier sujet qui m'intéresse, les valeurs québécoises. On entend souvent parler, surtout le Parti québécois, des fameuses valeurs québécoises. Je vous cacherai pas que je ne sais pas très bien à quoi ça peut correspondre. Vous, en tant que chef du Parti conservateur, comment vous voyez ça, les valeurs québécoises? J'ai un peu la même difficulté que vous, M. Breton. On a tendance au Québec à être, je dirais, des collectivistes. On dirait que tout devient collectif. Que ce soit les valeurs, que ce soit la façon de penser ou les solutions. Mais nous, au Parti conservateur du Québec, on pense que d'abord et avant tout, ce qui est le plus important, c'est l'individu. Chaque individu. Alors, chaque individu peut avoir ses valeurs et je pense que on peut arriver à dire, il y a peut-être une majorité de personnes qui ont telle ou telle valeur, mais ça ne veut pas dire que ce sont des valeurs de tout le monde et que ce sont les valeurs québécoises. J'ai un peu de difficulté avec cette collectivisation-là ou cette nationalisation-là des valeurs ou par exemple quand on essaye le Parti québécois se prend au chignon avec le Parti fédéral, les fédéraux, on dit les valeurs québécoises, c'est contre, par exemple, l'assurance-emploi, la réforme de l'assurance-emploi, c'est contre les valeurs québécoises. Je regrette, là, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont en faveur de cette réforme-là. Il y a beaucoup de gens qui sont contre l'introduction d'un nouveau registre des armes à feu. Il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec la façon qu'on gère nos programmes sociaux au Québec. Alors, quand on parle de valeurs québécoises, et on va en discuter, comme vous le dites, cet automne avec l'introduction d'une espèce de charte de la laïcisation et des valeurs québécoises, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va y avoir là-dedans, parce que moi, ils m'ont pas demandé mon avis, là. Puis alors donc, ça va être les valeurs québécoises de certaines personnes qui vont avoir rédigé la loi. Alors, ça me préoccupe, moi aussi, M. Breton, de cette espèce de melting pot là où on décide pour tout le monde de comment on doit penser, de quelles sont nos valeurs, de comment on doit élever nos enfants, de ce qu'on doit enseigner à nos enfants. Ça me préoccupe parce que c'est ça le gouvernement, finalement. C'est le gouvernement nous prend par la main ou il veut pas aller nous laisser aller tout seul en bicyclette, il faut mettre les 4 roues. Alors que moi, j'ai confiance au contraire que les Québécois sont des gens débrouillards, innovateurs, créatifs et indépendants. Ils sont capables de faire du bicycle sans avoir les petites roues, là. Mais non, le gouvernement dit, tu pourrais tomber, on va te mettre les petites roues, puis on va te tenir par la main. Moi, je pense que les Québécois sont plus mature que ça. Monsieur Pouliot, je trouve que dans les 10 dernières minutes, vous l'avez eu facile. Je vais essayer de vous mettre un peu dans l'eau chaude. Il reste pas beaucoup de temps, on va essayer de vous mettre dans l'eau chaude. Puis je sais que ce que je vais vous mentionner, c'est vraiment pas à mode. Parce que là, nous, en début d'entrevue, on vous l'a dit, on voulait parler de la mode. Est-ce que c'était à mode, le Parti conservateur? Je vais vous donner un sujet qui l'est pas à mode, c'est-à-dire d'imposer tout le monde, incluant les pauvres. Et je m'explique. J'ai l'impression que si on impose les pauvres un peu plus, ces gens-là vont être un peu plus concernés par la politique, à savoir qui est-ce qui prend des décisions pour eux? Oui, ça, c'est... écoutez, comme je vous dis, on est en train de rédiger le programme, là, et c'est sûr que toute la question de la taxation et de l'imposition, c'est un domaine complexe. Ouais. Moi, j'ai plutôt tendance à appliquer le principe suivant. Je préférerais baisser les taux, mais élargir l'assiette. Bon, là, je m'explique parce que c'est pas une recette, là, quand je parle de l'assiette, là, c'est pas qu'on va aller manger quelque chose, mais l'assiette fiscale, c'est un peu l'emprise, là. C'est qu'est-ce qu'on va taxer. Alors, moi, je suis d'avis que, je pense généralement, là, qu'on devrait essayer de baisser les taux. Je vais prendre peut-être un bon exemple, là, les entreprises.
moi, je préférerais baisser les taux d'impôt des corporations, quitte à enlever des crédits d'impôt et des subventions aux entreprises. Au Québec, on est les champions du bien-être social corporatif. On est la province qui donne le plus de subventions. On en donne per capita 4 fois plus qu'en Ontario. Et moi, je pense, c'est encore un peu le gouvernement qui est là, qu'il faut accompagner les entrepreneurs, il faut les aider, ils sont pas capables tout seuls. Alors moi, je dis plutôt, baissons les taux d'impôt, récompensons donc ceux qui réussissent, ceux qui payent l'impôt, c'est parce qu'ils font des profits, donc ils réussissent. Leurs produits sont à la demande, les gens sont prêts à payer pour. Et alors, donc, baissons les taux d'impôt de ceux qui réussissent et coupons les subventions et les crédits d'impôt à ces entreprises-là d'un montant équivalent. Alors, on baisse, par exemple, je veux dire, pour prendre un exemple, on coupe les subventions qui sont à peu près de 4 milliards de dollars, on coupe ça à zéro, puis on baisse les taux d'impôt de 4 milliards de dollars. On va attirer des investisseurs de l'étranger, du Canada, du reste du Canada, de l'étranger, et on va récompenser ceux qui ont du succès, et ceux qui sont pas capables de se passer de subventions, ben ils vont peut-être avoir de la misère, ils vont être obligés de s'adapter. Mais il y a beaucoup des entreprises qui reçoivent des subventions, qui font des profits, là, puis qui payent de l'impôt. Mm-hmm. Alors donc, peut-être qu'on coupe leurs subventions, mais aussi on coupe leurs impôts. Alors, c'est un peu le principe là, de baisser le taux puis d'élargir l'assiette qu'on devrait essayer d'appliquer le plus possible. Et ça serait un peu la même chose au niveau des individus. Bon, et c'est sûr qu'il y a un minimum, il y a certains points où tu dis là, en bas d'un certain montant, tu payes pas d'impôt, c'est normal. Mais donc, d'essayer d'élargir l'assiette et ça aurait, je pense, comme vous le dites, ça aurait le résultat de faire que les individus qui sont des contribuables seraient peut-être plus intéressés à savoir pour qui ils votent puis comment est-ce quel genre de politique fiscale ils vont avoir ces politiciens-là. Adrien Pouliot, merci. Ça me fait plaisir. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. 10h50.